Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Aux États-Unis d'Amérique, à New York, la ministre du Plan et du Développement Niali Kaba, appuyée par le Fonds des Nations Unies pour la population, a fait le point de la mise en œuvre du programme social du gouvernement, le PS-Gouv, en matière d'autonomisation de la femme devant les instances onusiennes. On en parle en ouverture de cette édition avec notre reporter, Lanciné Bakayoko. La Cour pénale internationale a 20 ans d'existence. À l'occasion de la commémoration de ses 20 ans, la représentation CPI en Côte d'Ivoire a réuni des experts nationaux pour discuter des enjeux et défis de la CPI, la lutte contre l'impunité des crimes et les défis de la CPI face aux récurrents conflits en Afrique étaient au centre des échanges. Et puis en Guinée, l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana est accusé de détournement de fonds publics par le procureur spécial de la Cour de répression des délits économiques et financiers. Avec lui, 3 anciens membres du dernier gouvernement d'Alpha Condé. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous suivre. Depuis plusieurs décennies, les gouvernements du monde entier se mobilisent pour faire barrage à un ennemi commun, la drogue. Si les stratégies mises en place par les gouvernements pour lutter contre le phénomène semblent bien souvent porter fruit, des trafiquants, on peut le dire, retournent d'imagination, obligeant ainsi les systèmes de lutte mis en place pour leur barrer la route à opérer de régulières mises à jour au risque d'être dépassés par les événements. Ici en Côte d'Ivoire, la lutte contre la drogue est engagée, en témoignent les multiples résultats de saisie et de destruction de stupéfiants observés devant l'ampleur de la ruse et des astuces dont font preuve les trafiquants de drogue pour faire passer leurs marchandises. Comment organiser la lutte à nos frontières afin d'obtenir des résultats plus efficaces qui auront pour conséquence de décourager ces marchands de poudre blanche et autres stupéfiants. Nous en parlons ce 13 h dans le cadre du Dimanche Magazine avec M. Ronsard Koumayao, secrétaire général du SILAD. Monsieur Ronsard, bonjour et merci d'être présent sur notre plateau. Bonjour M. Herman Guivier, merci de nous avoir invités. Alors, le sujet donc énoncé il y a peu, nous en parlerons dans une trentaine de minutes. Mais avant, prenons la direction des États-Unis, précisément à New York, où se trouve la ministre du Plan et du Développement, appuyée par le Fonds des Nations Unies pour la population, Kaba Niali, devant les instances onusiennes, a fait le point de la mise en œuvre du programme social du gouvernement, le PS-Gouv, en matière d'autonomisation de la femme. On en parle avec Lanciné Bakayoko. À New York, ces échanges avec les donateurs et autres bailleurs de fonds autour du programme social du gouvernement ont permis d'exposer les innovations, les bonnes pratiques et les partenariats stratégiques noués dans la conduite de l'agenda de la Côte d'Ivoire sur l'autonomisation de la femme. Et nous avons eu l'opportunité de présenter les grands progrès que le pays a fait sur la mise en œuvre des ODD, notamment donc les questions sur l'éducation, les questions également relatives à l'environnement. La Côte d'Ivoire a partagé son expérience sur l'accélération des ODD à travers cet instrument novateur qu'est le PS-Gouv. Malgré les progrès encourageants, la Côte d'Ivoire reste confrontée à de nombreux défis sociaux, à savoir l'élimination de la mortalité maternelle et la fin des besoins non satisfaits en matière de planification familiale. Remercier la Côte d'Ivoire pour son leadership et également le système des Nations Unies. Nous travaillerons tout près de vous, avec vous, pour les populations de Côte d'Ivoire. Ce deuxième PS-Gouv en action vise à apporter des solutions durables à la problématique de la fragilité dans les zones frontalières au nord, l'accès à l'emploi et l'autonomisation des jeunes et des femmes. Retour en Côte d'Ivoire dans le domaine de l'immobilier, une instance commune rassemble désormais les promoteurs immobiliers privés de l'Afrique de l'Ouest. Ces promoteurs privés bénéficient de la confiance de leurs États pour la construction de logements pour les populations. Mais face à la demande de plus en plus croissante, ils peinent à y arriver. Et cette instance vient d'être créée en vue de leur permettre de faire face à ces difficultés rencontrées. On retrouve Lanciné Bakayoko. Cette nouvelle plateforme qui réunit les constructeurs et aménageurs agréés des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine vient encourager les États à aller vers une véritable politique de l'habitat au niveau de la sous-région. Politique de l'habitat qui devrait prendre en compte tout le processus de la construction d'un logement, entre autres l'environnement des affaires, le financement à travers les fonds de garantie et surtout la sécurisation du foncier, affirme le nouveau président Siriki Sangari. On demande de faire des logements sociaux. Les logements sociaux sont des logements qui sont faits par des banques de développement parce que ce sont des financements qui sont longs avec des taux très réduits.
et avec une volonté politique de nos différents États. Avec non seulement une volonté politique, mais une action des États. Aucun promoteur immobilier ne peut faire un programme immobilier social s'il n'y a pas l'apport de l'État. Si tous ces problèmes transversaux sont résolus, les promoteurs privés de l'immobilier se disent en position de faire une production de masse de logements, comme le souhaitent les États. On construit, mais malheureusement le déficit ne diminue pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la vraie cible qui est atteinte. On a des quartiers précaires, ce sont des gens qui sont des smicards. Le SMIC ici c'est 60 000, donc ça ne leur permet pas d'avoir des logements. Et aussi, pour terminer, réfléchir sur un bon mécanisme de commercialisation. La mise sur pied de cette organisation s'est faite en marge des 5e journées de l'habitat ouverte à Abidjan, à l'initiative du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Incivisme, non-respect de la chose publique, anti-valeurs, le tout amplifié par la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Tel est le diagnostic établi par l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. De certains maux dont souffre notre pays. L'Académie parle d'ailleurs de crise de l'autorité et tire la sonnette d'alarme. Au terme d'une rencontre organisée sur initiative de l'Académie, sachants, invités et membres d'ONG ont fait des suggestions pour le renforcement de l'ordre et de la discipline. Walter Amadou Ouattara nous en parle. Des conducteurs de taxi, des officiels qui ne respectent pas les feux tricolores, des populations qui refusent de quitter les flancs de collines au risque de perdre la vie, des apprenants qui décident d'aller en congé scolaire par anticipation, des fonctionnaires absents de leur poste aux heures indiquées de travail, la destruction du bien public ou privé, autant d'actes enregistrés par l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD. Cette société savante indépendante a suscité une rencontre sur la crise de l'autorité en Côte d'Ivoire. Il m'arrive de voir non seulement des citoyens, mais aussi des forces de l'ordre prendre la route en sens inverse. Quand il y a les embouteillages, parce qu'il y en a qui se croient plus pressés que d'autres, ils grillent les feux. Vous êtes passé au feu vert, on vous insulte. Voilà, c'est une crise de l'autorité. Ce n'est pas le président de la République qui va descendre dans la rue pour aller régir ce qui se passe au feu. 5 panélistes proposent leur contribution en faveur du respect du bien public et des bonnes mœurs. On pourrait revoir la formation des formateurs parce qu'il y a un laisser-aller à ce niveau. Il y en a qui n'ont aucune conscience professionnelle et pourtant, ils viennent former l'avenir de demain. Les parents également ont une grande part de responsabilité parce qu'ils sont également acteurs de l'école. Il faut que désormais, ils aident en accadrant sérieusement leurs enfants, en leur donnant une éducation de base. Au rang des participants, des membres des organisations non gouvernementales, des éducateurs, mais également des représentants d'institutions, ils approuvent l'intérêt du sujet. Il ne faudrait pas que quand on parle de crise d'autorité, on voit la faute chez les autres. Nous sommes tous là-dedans. L'élève qui veut frapper son maître, le fils qui insulte son père, à tous les niveaux. Donc, il s'agit d'une prise de conscience d'abord. En mettant sur la table ce sujet d'intérêt public qui est d'actualité, le domaine des sciences sociales et culturelles de l'ASCAD veut assurer pleinement son rôle d'observateur et d'interpellateur pour le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Depuis hier, samedi 16 juillet 2022, les résultats des examens du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du brevet de technicien et du brevet professionnel sont connus. 28 650 candidats étaient en liste pour ces examens 2022 dans l'enseignement professionnel. 11 162 candidats ont été déclarés admis, soit un pourcentage de 41,76% contre 65,53% à la session 2021, Issa Chonoyeo. Cocody, collège CPCG. Proclamation des résultats des examens de l'enseignement professionnel. Malgré la pluie, les candidats et candidates sont sortis pour prendre leurs résultats dans une atmosphère de joie et de pleurs. Le directeur des examens et concours au ministère de l'enseignement technique et professionnel a pour sa part rendu public les statistiques de cette session 2022 au niveau de l'enseignement professionnel. Constat général, le taux
d'admission est plus élevé chez les filles que chez les garçons. Les résultats des examens scolaires de la formation professionnelle session 2022 sont les suivants. Candidats inscrits, 26 850. Candidats déclarés admis, 11 162, soit un pourcentage de 41,76% contre 65,53% à la session dernière. Les statistiques désagrégées en genre indiquent que sur 13 921 filles, 5 969 ont été admis, soit 42,91%. Sur 12 929 garçons, 4 856 ont été déclarés admis, soit un taux de 37,53%. Ainsi, les filles ont obtenu un taux de réussite supérieur à celui des garçons. Les résultats des examens de 2022 sont en net recul par rapport à 2021, nonobstant une année scolaire 2021-2022 qui, dans l'ensemble, s'est bien déroulée. Concernant les réclamations, elles se dérouleront du lundi 18 au mercredi 20 juillet 2022 et la publication des résultats se fera le jeudi 21 juillet 2022 sur l'ensemble du territoire ivoirien. Voilà, les 26 850 candidats sont désormais fixés sur leur résultat. Sur initiative du FONSTI, le Fonds pour la science, la technologie, l'innovation, un projet d'évaluation du potentiel en énergie renouvelable de Côte d'Ivoire vient d'être lancé, financé à hauteur de 26 millions de francs CFA. Ce projet vise à évaluer et accroître le potentiel en énergie solaire de la Côte d'Ivoire. C'est Forazeki. 26 millions de francs CFA, c'est le coût du projet NRCI porté par le docteur Benjamin Kwasi de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ce projet va estimer le potentiel en énergie solaire et éolienne de la Côte d'Ivoire. Le projet a pour but principal d'établir le potentiel d'énergie solaire et éolienne en Côte d'Ivoire. Et la plupart du temps, il y a beaucoup de panneaux solaires qui sont installés, mais nulle part on a vu des études qui ont permis d'étudier et d'analyser véritablement le potentiel de ces énergies-là. Alors, quelqu'un peut se permettre d'installer son panneau, mais qu'en est-il de ce que lui a de rendement que lui attend? Donc le projet vient donc en appoint pour pouvoir résoudre ce genre de problème. Financé par le FONSTI, NRCI pourrait accroître la production de l'énergie de la Côte d'Ivoire, selon Yaya Sangaré, le secrétaire général du FONSTI. Au niveau économique, ce projet permettra d'accroître la production énergétique en Côte d'Ivoire et de réduire le coût de l'énergie électrique, facteur de production. Au niveau environnemental, le projet du Dr Kwasi va nous aider à promouvoir les énergies renouvelables, notamment le solaire et l'éolien. Au niveau social, c'est un projet qui permettra de former des jeunes en master et en doctorat. Lors de cette présentation à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, s'est réjoui de cette initiative. Il se dit prêt à s'impliquer aux côtés des initiateurs jusqu'à son aboutissement. Donc là, on est au cœur de la recherche-développement, c'est ce qui est essentiel pour moi à dire, parce que vous savez, nous avons une recherche scientifique qui a un certain niveau. Mais la seule chose qu'on a tendance à reprocher à notre recherche scientifique, c'est qu'il y a une très faible valorisation économique des résultats de la recherche. Et donc là, nous sommes de plein pied dans la valorisation économique des résultats de la recherche parce qu'il s'agit de mener des travaux de recherche dont les conclusions seront de nature à permettre des prises de décisions politiques. Cette activité a été l'occasion pour les participants de faire des suggestions afin que les attentes des populations en matière d'énergie solaire et éolienne soient prises en compte dans la réalisation de ce projet. Dans le cadre de la 25e édition du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de l'excellence en milieu scolaire, les meilleurs élèves du second cycle de Côte d'Ivoire ont été récompensés au cours d'une cérémonie, une initiative du Conseil ivoirien de la jeunesse en partenariat avec la Fondation Houphouët-Boigny. Présent à cette cérémonie de récompense, le conseiller spécial du président de la République chargé des affaires sociales et culturelles. Evelyne Yeboué, Issa Chononyo. Après l'effort, la récompense, 150 élèves du secondaire des villes de Divo, Aboissou, Grand Bassam,
Abidjan et Dabou, classés meilleurs de leur établissement, ont été récompensés. Initiative du Conseil ivoirien de la jeunesse, CIJ. J'ai travaillé dur. Il y a des moments c'était difficile, mais j'ai tenu bon et Dieu a permis que je sois lauréat. Je tiens à remercier les enseignants, les éducateurs, sans oublier ma famille. Le CIJ, par cette action, affirme son engagement à promouvoir l'excellence et encourage ses lauréats à poursuivre leurs efforts. L'excellence ne peut réussir à l'école que lorsque les enfants eux-mêmes s'en donnent au travail. C'est pourquoi nous prenons le temps de passer d'école en école, de direction en direction, pour ne serait-ce que retenir à la première étape les élèves ayant une moyenne de 14 au premier trimestre. L'excellence a été érigée, comme vous le savez, comme un des axes de gouvernement sous la houlette du président de la République Alassane Ouattara. Et cette excellence, elle prévaut dans toutes les sphères de la vie nationale. Et donc, spécialement là où elle est apprise au plus bas niveau, c'est-à-dire dans nos écoles et pour nos enfants. Donc, s'il y a un soutien à apporter à un domaine tel que celui-là, on ne peut pas marchander un tel appui. Les lauréats du prix d'excellence de ces établissements ont bénéficié chacun d'un montant allant de 100 000 francs CFA à 500 000 francs CFA et des kits scolaires. Le nouveau président de la Fédération des organisations professionnelles agricoles de producteurs de la filière EVA de Côte d'Ivoire veut créer les 3 prochaines années plus de 16 000 hectares de nouvelles plantations d'EVA respectueuses de l'environnement. Il a fait cette annonce lors de sa prise de fonction. Dangui nous en parle. La Côte d'Ivoire produit 70% du caoutchouc africain. Un caoutchouc très prisé, notamment par les pays de l'Afrique du Nord. Le pays compte créer encore 16 000 hectares de plantations d'EVA les années à venir, a révélé le président de l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, APROMAC. Eugène Crémien a par ailleurs plaidé en faveur d'un accompagnement de l'État en vue d'une première et deuxième transformation de ce caoutchouc sur place. Un passage obligé, selon lui, pour l'amélioration des revenus des producteurs et des recettes de l'État. C'était lors de la prise de fonction du nouveau président de la Fédération des organisations professionnelles agricoles de producteurs de la filière EVA du Côte d'Ivoire, FPHCI. Ce dernier a aussitôt révélé ses ambitions pour les 3 années à venir. On va faire entrer dans la fédération, dans le monde des véhicules, tous les jeunes qui sont là, qui cherchent la terre, leur donner 30 hectares, 50 hectares, et les aider à conduire ce projet-là. On a passé un contrat de 40 ans avec le ministère des Eaux et Forêts. Et lorsqu'on fera nos plantations de VA, on va replanter des bois rares pour reconstituer la forêt initiale. Dans 40 ans, on aura le temps d'en jouir quand même de nos plantations. On va refaire des forêts. Et tout ça, c'est pour l'environnement. Le directeur général du conseil EVA, Palmier Ahul, a saisi l'occasion pour appeler les acteurs de la communauté évéicole à plus de discipline, de cohésion et de solidarité autour du développement de leur filière. Deuxième titre de ce journal, la Cour pénale internationale a 20 ans d'existence. À l'occasion de la commémoration de ces 20 ans, la représentation CPI en Côte d'Ivoire a réuni des experts nationaux pour discuter des enjeux et défis de la CPI. La lutte contre l'impunité des crimes et les défis de la CPI face aux récurrents conflits en Afrique étaient au centre de ces échanges. Souleymane Donisongui et Abou Sanogo. Ce sont plus de 50 personnes qui ont pris part à ce cadre d'échange avec les acteurs et praticiens des droits de l'homme, en vue de discuter des voies et moyens d'optimisation des efforts de la Cour pénale internationale, CPI. 20 ans après sa création, quelles sont les forces et faiblesses de la CPI? La première force de la CPI, c'est que c'est l'une des rares juridictions qui fait participer les victimes au niveau de la procédure et qui a mis les victimes au cœur de la procédure. Et pour moi, ça, c'est une force. Pour une fois, les victimes peuvent donner de la voix, elles peuvent s'exprimer, elles obtiennent réparation. La CPI est confrontée à de multiples défis aujourd'hui.
auxquelles elle doit faire face, notamment la question de la coopération judiciaire entre ces pays et les différents États, qui est parfois mise à mal. Il y a aussi la question même de la ratification du statut de Rome, parce que la CPI se veut être une juridiction à vocation universelle. À travers des présentations et des échanges, des panélistes ont apporté leur contribution sur l'avenir possible et souhaitable de la CPI en rapport avec les justices nationales. En termes de perspective, il faut absolument que la Cour pénale internationale atteigne sa vocation d'organisation internationale universelle et qu'elle continue de convaincre les États qui ne sont pas États partis à intégrer la Cour pénale internationale. La Côte d'Ivoire, notre pays, a pour sa part signé la déclaration de reconnaissance de la compétence de la Cour pénale internationale le 18 avril 2003. Le 14 décembre 2010 est intervenue la confirmation de la déclaration de reconnaissance, suivie par la ratification du statut de Rome le 15 février 2013. La Cour pénale internationale est entrée en vigueur le 1er juillet 2002, après que 60 États ont ratifié le statut de Rome. En 20 ans, la CPI a beaucoup fait pour justifier sa nécessité, mais beaucoup reste encore à faire. Rendons-nous à présent à la place CP1 de la commune de Yopougon. Le nouveau chef central de la communauté d'An, ou Yacouba, de cette commune, a été installé, moment de réjouissance pour les fils et filles de cette communauté qui se sont saisis de cette occasion pour rendre hommage au maire de la commune de Yopougon. Le premier adjoint au maire de cette commune a appelé à l'alliance qui lie les deux communautés Malinké et Dan avant de les inviter à cultiver l'unité et la cohésion sociale. Reportage. Yopougon, place CP1. Mobilisation exceptionnelle de la communauté d'An pour une double cérémonie. Hommage au maire Gilbert Koni Kafana et intronisation du chef central de la communauté d'An de la dite commune. Reconnaître les bienfaits d'une personne, l'honorer et la remercier est un acte de haute portée spirituelle et d'encouragement. Le représentant du parrain, le ministre Vagondo Djoumandé, a traduit sa reconnaissance aux autorités municipales pour les appuis dont bénéficie la communauté d'An. Il a invité ses parents, ses frères, ses sœurs ici à Yopougon à consolider chaque jour cette alliance historique entre les Sénoufo et les Dan en apportant leur soutien, en accompagnant chaque jour le ministre d'État dans ses actions et dans ses activités ici à Yopougon. À son tour, Issifou Koulibaly, représentant le maire Gilbert Koni Kafana, s'est réjoui de l'hommage au maire pour ses actions de développement. Introniser un chef est pour le ministre d'État un devoir, surtout quand il s'agit du chef d'un. Parce que une communauté organisée se définit par un chef mis en place qui gère sa communauté au profit de la cohésion, au profit de la solidarité et pour faire le développement de la commune de Yopougon. Cette cérémonie a surtout été l'occasion pour les peuples alliés d'An et Sénoufo de magnifier les alliances interethniques. Voilà, vous l'avez compris, c'est plutôt l'alliance entre le peuple Sénoufo et le peuple Dan qui a été célébrée à cette occasion. Les réseaux sociaux et la jeunesse dans la construction de la nation ivoirienne, c'est autour de ce thème que s'est tenu dans la commune du Plateau le lancement d'un groupe de réflexion dénommé Les Cercles. Cette organisation non gouvernementale, initiée par des universitaires et autres bénévoles, se donne pour objectif de réfléchir et de proposer des solutions sur différents aspects de la vie de la nation. Jean-Marc Tchachi. Salut aux terres d'espérance. L'hymne national, repris en chœur par les membres de la nouvelle ONG dénommée Cercle. Ce cercle de réflexion se veut un cadre d'analyse et de proposition face aux problèmes que vivent les différentes couches de la société. L'impact des réseaux sociaux sur la jeunesse ivoirienne a notamment attiré l'attention de ces experts. On sent pas chez les jeunes une responsabilité dans l'utilisation des réseaux sociaux. Donc, ils utilisent à tort et à travers, poster des photos, des images qui peuvent nuire à des individus et même leur porter préjudice. Les propositions seront formulées sous forme de livres blancs, publications et conférences en fonction des sujets traités.
Des analyses fondées sur la spiritualité et le patriotisme. La particularité du cercle, c'est que nous accordons un grand intérêt à la spiritualité. C'est la colonne vertébrale du cercle. Nous sommes réunis ici, dans le cercle, vous avez des enseignants universitaires, vous avez des médecins, vous avez des officiers de l'armée, vous avez des administrateurs civils, vous avez des entrepreneurs. Tous, nous sommes réunis autour des valeurs spirituelles, éthiques et morales, sans lesquelles une société ne peut pas se développer. L'organisation Cercle est dotée de 3 organes, la présidence, le Conseil des sages et le Conseil national. Créé en mars 2022, ce pôle de réflexion enregistre 22 membres. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier samedi 16 juillet 2022 50 nouveaux cas de Covid-19 sur 1055 échantillons prélevés, soit 4,7% de cas positifs, 95 guéris et 0 décès. À la date du 16 juillet 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 84 501 cas confirmés, dont 83 410 personnes guéries, 806 décès et 285 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 565 756. Le 15 juillet 2022, 79 304 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 15 31 980 doses du 1er mars 2021 au 15 juillet 2022. Le conseil municipal de Rubino dans le département d'Agboville prône l'unité, la paix et la cohésion sociale au sein des populations. C'était au cours d'une journée dédiée à la célébration de la paix, occasion pour le conseil municipal dirigé par Marie-Virginie Kwasi d'inviter les filles et fils de cette localité à œuvrer pour son développement. Didier Nguessan. Les filles et fils de la sous-préfecture de Rubino ont célébré le vivre ensemble autour de leur députée maire Marie-Virginie Kwasi. Les populations de cette sous-préfecture se sont donné rendez-vous au chef-lieu Rubino pour parler de paix et de cohésion sociale. Nous avons toutes les communautés. C'est une sorte de melting pot que nous avons à Rubino. Et je rêve de voir tous les enfants de Rubino se mettre ensemble pour construire Rubino. Nous avons beaucoup de défis à relancer, mais si chaque communauté se met dans son coin, on peut atteindre les objectifs, mais pas autant que si nous mettons ensemble. Le président de la mutuelle de développement de Rubino, Abou Diara, a été installé à cette occasion. Il a exhorté les ressortissants de la région au vivre ensemble. C'est le même message que le chef du village et le sous-préfet ont transmis aux populations. Pour les enfants de Rubino, mon souhait, c'est que l'entente revienne et qu'on s'aime les uns les autres. Il faut qu'on cultive la paix, quelles que soient les origines, toutes tendances confondues. Partout, c'est avec la paix on évolue. On ne peut jamais évoluer dans le désordre. C'est la paix, on cherche toujours. C'est à cause de ça que nous sommes venus ici aujourd'hui pour créer cette fête de réjouissance, pour créer encore la vraie paix entre nous. Nous sommes nés ici, il n'y a pas à Baie, il n'y a pas à Djoula, tout le monde est favori, on est ensemble. Marie-Virginie Kwasi a fait un don à la communauté musulmane et à la mutuelle de la diaspora de Rubino. Les fidèles chrétiens du diocèse de Grand-Bassam ont célébré le 40e de leur évêché. Le clergé catholique s'est saisi de l'occasion pour un hommage à feu le cardinal Bernard Yago, initiateur du diocèse, et à tous les pionniers de l'évangélisation dans la circonscription. Cette messe solennelle de clôture des 40 ans du diocèse de Grand-Bassam était placée sous le signe de l'unité et de la paix dans le pays. Jean-Marc Tchaji. Plus de 30 000 chrétiens catholiques dans l'effervescence sur l'esplanade de la cathédrale Saint-Esprit de Mokéville à Grand-Bassam. Prêtres, religieux, catéchistes et autres laïcs célèbrent les 40 ans du diocèse de Grand-Bassam. Ces soldats de la foi, issus des 59 paroisses et des 3 quasi-paroisses de cet évêché, ont rendu grâce à Dieu pour ces années d'évangélisation. Un hommage rendu au pionnier Monseigneur Joseph Adon Akichi, Paul Dakouri Tablé, et des prières pour la paix ont marqué la cérémonie. La terre où nous vivons peut être une terre sainte et Dieu va faire encore des miracles pour son peuple qui est en Côte d'Ivoire.
Les actions de paix du diocèse et le projet d'achèvement de la cathédrale suscitent les personnes de bonne volonté, dont les élus locaux et les autorités gouvernementales. Aujourd'hui, avec Monseigneur Awa, le diocèse avance face à un grand défi. Le défi de construire la cathédrale du Saint-Esprit et le défi de continuer à être témoin du Christ ici. Le Premier ministre Patrick Hachi et l'ensemble du gouvernement a voulu marquer non seulement notre proximité, mais notre solidarité. Créé le 8 juin 1982, sur proposition de feu Bernard Cardinal Yago, le diocèse est subdivisé en 6 secteurs pastoraux: Koumassi, Port-Boué, Grand-Bassam, Beaunois, Aboisseau et Maféré. 150 prêtres animent les paroisses. Et toujours dans le domaine de la religion, les populations de la cité de Jérusalem à Toukouzou ont célébré dans l'allégresse les 70 ans de Jérusalem, leur terre sainte. En 1948, le prophète Papa Nouveau bâtissait la cité Jérusalem. Pour marquer cet événement, une cérémonie religieuse s'est tenue en présence des autorités et des fidèles de l'église. Patricia Mouetia. Lieu de spiritualité et de prière, la cité Jérusalem à Toukouzou et ses habitants ont célébré ce dimanche dans l'allégresse les 70 ans de libération de l'église Papa Nouveau. Procession de bougies et prières pour commémorer la vision de paix et d'amour du prophète Papa Nouveau. Les enseignements liturgiques ont mis en relief la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire. Dieu a fait un miracle, que le miracle soit vu par tous les Ivoiriens. Béni soit jamais le nom de Dieu, de Papa Nouveau. Le but est de permettre aux leaders religieux des autres confessions religieuses de prier ensemble. L'Église Papa Nouveau dit vouloir ainsi consacrer et promouvoir l'esprit de confraternité entre toutes les religions de notre pays. Animation, chants, danses et prières ont rythmé cette célébration. Aujourd'hui, je suis venu pour apporter aussi ma contribution à cette église. Les prières de paix pour le président de la République, pour son gouvernement, pour tout le pays, pour les fils de ce pays qui doivent vivre en parfaite cohésion sociale et en paix. C'est de nous réunir à chaque échéance à Jérusalem avec les autres confessions religieuses pour porter ce message de paix à Dieu. L'église Papa Nouveau a été fondée en 1937 par le prophète Papa Nouveau. Durant sa mission, le prophète a enseigné l'art d'accéder à la longévité et au salut des âmes par la prière et le travail, sans distinction d'origine, de religion, d'âge et de sexe. Dans l'actualité internationale en Guinée, selon le procureur spécial de la Cour de répression des délits économiques et financiers, l'ancien chef du gouvernement, Ibrahima Kassori Fofana, se serait rendu coupable de détournement de deniers publics lorsqu'il était aux affaires. Ces allégations seraient fausses, selon Mamadou Ismaïla Konaté, l'un des avocats de l'ancien chef du gouvernement. L'ancien Premier ministre guinéen Ibrahima Kassori Fofana ainsi que 3 anciens membres du dernier gouvernement d'Alpha Condé sont poursuivis pour des faits présumés d'enrichissement illicite et de détournement de deniers publics. Le magazine du dimanche, ça maintenant, et notre invité nous a rejoint sur ce plateau, M. Ronsard Kouma Yao. Nous le disions à l'entame de cette édition, vous êtes le secrétaire général du CILAD. Le CILAD, c'est le comité interministériel de lutte anti-drogue. Avec vous, nous allons parler justement de lutte contre la drogue à nos frontières, soutenu par les Nations Unies. Le CILAD, rappelons-le, a organisé des manifestations dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues. En quoi ont consisté ces journées ? Merci beaucoup, M. Herman Guivet. Je voudrais, au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, dire merci au directeur général de la RTI et à tous ses collaborateurs qui nous donnent l'opportunité à chaque fois où besoin se fait sentir pour nous faire entendre. Effectivement, conformément à la résolution de l'ONU, résolution 42/112 du 7 décembre 1987, des journées ont été instituées afin de pouvoir organiser des activités pour lutter contre l'abus et le trafic illicite des drogues. Et cette année, c'était la 35e édition. Et la Côte d'Ivoire n'a pas dérogé à la règle, conformément aux années passées. La Côte d'Ivoire a organisé cette année les journées. Mais la particularité des journées de cette année, c'est que la communauté internationale était avec nous. L'ONUDC était avec nous. Qui est l'ONUDC ? L'ONUDC, c'est l'Organisation des Nations Unies pour la lutte contre la drogue et les crimes.
Et l'ONUDC est venu à Abidjan pour pouvoir déclarer, parce que chaque année, à cette date, l'ONUDC proclame, si on peut dire, le rapport mondial de la lutte contre la drogue, aussi bien en matière de lutte qu'en matière de prise en charge des usagers des drogues. Et pour cette année, que révèle ce rapport? Cette année, ce rapport révèle d'abord, sur le plan de la réduction de l'offre, la répression, ce rapport révèle que beaucoup de drogues, parce qu'ils se sont intéressés uniquement à l'Afrique de l'Ouest, dans chaque zone, il y a une déclaration qui s'est faite. Et pour l'Afrique de l'Ouest, il faut reconnaître que beaucoup de drogues ont été saisies en Afrique de l'Ouest pour l'année 2021-2022. Et au Cap-Vert, il y a eu plus de 13 tonnes de cocaïne qui ont été saisies, plus de 3 tonnes 900 qui ont été saisies au Sénégal, plus de 3 tonnes 800 qui ont été saisies en Guinée-Bissau, au Bénin, et la Côte d'Ivoire vient en 5e position avec 3 tonnes 100. Que révèlent toutes ces saisies? Ces saisies révèlent que la drogue circule et que les dealers ont pignon sur rue dans le monde, pas seulement en Afrique, dans le monde. Et l'Afrique de l'Ouest est une des zones qui fait face à l'Amérique latine, où la cocaïne est produite. Et c'est un passage pour pouvoir aller vers l'Europe avec ces substances. Et juste une question intermédiaire, que fait-on de toutes ces saisies? On les détruit. On les détruit sauf certaines substances qui sont utiles en médecine. La cocaïne n'est pas utile en médecine. Par contre, l'héroïne est utile en médecine. Et chaque État qui saisit de l'héroïne, s'il y a des laboratoires appropriés, peut en faire la demande à la communauté internationale, à l'OICS, pour pouvoir transformer ces produits en médicaments. Alors, si des médicaments sont pris, ces médicaments peuvent être retenus et utilisés par le pays qui les a saisis. Alors, criminalité transnationale organisée, trafic illicite de drogue, c'est autour de ce thème que ces manifestations ont été organisées. Pourquoi le choix d'un tel thème et quel est le message que vous avez surtout voulu véhiculer? Merci beaucoup. Le choix de ce thème est lié au fait que, vous savez, ce qui se passe aujourd'hui dans notre sous-région, même au-delà de la sous-région, avec les attaques djihadistes, avec le terrorisme et tout et tout. Et il se trouve que la plupart de ces activités terroristes, vous vous souvenez des Air Cocaïne, qui s'est passé en 2009 dans un pays autour de nous. Effectivement. Voilà. Et donc, c'est à partir de ces fonds-là, de ces fonds issus du trafic illicite de drogue, de vente d'armes, trafic de migrants, que sont financées ces activités terroristes. Et alors, nous, pour pouvoir combattre ces activités, on s'est dit, il faut mettre en place une stratégie. Il y a des stratégies sectorielles, mais la stratégie globale, il faut y réfléchir pour qu'ensemble, nous puissions aller contre le terrorisme. Alors, pour demeurer dans la logique de vos actions, avec notre reporter Walter Amadou Ouattara, eh bien, nous allons suivre un élément qui nous retrace justement ce que vous faites comme activité et surtout l'impact de vos actions dans le cadre de la lutte contre la drogue. Merci. Trafic de drogue en Côte d'Ivoire. La lutte ne se fait pas seulement à l'intérieur du pays. Aux frontières de la Côte d'Ivoire, cette lutte est suivie de près par le CILAD, entendez Comité interministériel de lutte anti-drogue. Même si ce comité se fait discret, il mène la lutte sur deux fronts de façon simultanée. Il s'agit de la réduction de l'offre qui concerne la répression, l'application de la loi et la réduction de la demande qui prend en compte la prévention, le traitement, la réhabilitation des anciens usagers de la drogue. Le CILAD coordonne les actions de toutes les administrations impliquées dans la lutte contre la drogue. Ces prérogatives sont bâties sur un plan stratégique et la politique globale de la lutte. Pour plus d'efficacité, tant à nos frontières que sur l'ensemble du territoire national, l'État de Côte d'Ivoire a ratifié plusieurs conventions, au nombre desquelles la Convention de 1971 des Nations Unies. La Convention sur le terrorisme, qui constitue un pan important de cette lutte, adoptée par les Nations Unies en 2000 et ratifiée par la Côte d'Ivoire en 2012. Zéro drogue sur le territoire ivoirien, c'est l'objectif fixé par le gouvernement. Les lignes bougent dans ce sens. Les fumoirs sont fréquemment visités. La douane, première barrière aux frontières, est appuyée par les forces spécialisées en matière de lutte contre la drogue. Face au trafic international de drogue, la police nationale a fait récemment à Abidjan une saisie remarquable.
Retour sur l'opération. C'est au cours d'une saisie incidente à la suite d'un événement à Koumassi, le commissariat du 20e arrondissement qui s'est déporté sur les lieux a pu découvrir avec l'apport technique de notre direction de lutte contre les stupes par excellence, la DPSD, on a pu découvrir cette quantité. L'enquête s'est poursuivie à San Pedro et nous avons pris le gros du lot à cet endroit. C'est un trafic international. La loi est extrêmement sévère en ce qui concerne tout ce qui est trafic international de drogue. C'est au moins 20 années d'emprisonnement pour tous ceux qui ont participé, de près ou de loin. Rappelons que l'année dernière, l'opération Spaghetti, conjointement menée par l'Italie et la Côte d'Ivoire, avait permis de démanteler un vaste réseau de trafiquants. Monsieur Kouma, dans cet élément de notre reporter Walter Amadou Ouattara, on note une certaine efficacité des actions sur le terrain concernant la lutte contre la drogue. Et on rappelle au passage que certaines de ces arrestations ont été opérées à la mi-avril. Alors, au cours de ces arrestations, eh bien, on a pu mettre la main sur certaines têtes de pont et éventuellement certains cordons de sécurité. Doit-on réellement craindre pour nos frontières? Merci beaucoup. Ce que je voudrais ajouter à ce que M. Walter Amadou a dit tout à l'heure, il y a trois conventions au niveau des drogues. Trois conventions qui ont été adoptées par les Nations Unies. La Convention de 61, la Convention de 71 et la Convention de 88. Et toutes ces conventions ont été ratifiées par l'État de Côte d'Ivoire. En plus de ces conventions, il y a des directives au niveau de la CEDEAO. Ces directives aussi ont été ratifiées par notre pays. À nos frontières. À nos frontières. Peut-on craindre à nos frontières? Non, on ne peut pas craindre parce que la Côte d'Ivoire a pris toutes les dispositions pour que la lutte puisse être efficace. Lesquelles? Tous les grands commandements, les commandements douane, police, gendarmerie, eaux et forêts, la police maritime, tous ces grands commandements ont des unités spécialisées en matière de lutte contre la drogue. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a des outils qui permettent aujourd'hui de lutter contre la drogue. Ce sont les scanners. Les scanners permettent d'aller au fond des véhicules, de pouvoir désosser les véhicules, si je peux le dire ainsi, pour voir ce qu'on a à l'intérieur de ces véhicules. Alors, vous êtes en train de nous dire Il y a aussi des substances que la Côte d'Ivoire a pu acquérir, des substances qui permettent de tracer lorsqu'on verse sur une substance, parce qu'on parle de poudre blanche, mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Donc souvent, on a besoin de substances chimiques. Et ces substances, nous les avons. Il y a même un pays de la sous-région qui fait frontière avec nous, qui a pris une grande quantité d'une substance blanche, qui ne savait pas de quoi il s'agissait. Il a fallu la Côte d'Ivoire pour les aider à savoir que c'était de la cocaïne. Et le cadre législatif est également en train de se mettre en place pour accompagner ce mouvement. Le cadre législatif aussi, comme je l'ai dit, le cadre institutionnel même, au-delà de ces grands commandements, il y a des unités interagences. Comme l'UCT. Tout à l'heure, on a parlé de l'opération Spaghetti qui a été menée par l'UCT. Quand on parle d'opération de structure interagence, c'est une structure dans laquelle gendarmes, policiers, eaux et forêts, douaniers, police maritime travaillent ensemble. Donc, à l'aéroport aussi, nous avons une structure interagence qu'on appelle la CAT, la cellule aéroportuaire anti-trafic. Donc là aussi. Et en matière de loi, on a parlé de la Convention de 61, Convention de 71, de 88. Toutes ces conventions donnent des directives aux États. Et la Convention de 88 de la Côte d'Ivoire, ayant été adoptée avant la Convention de 88, certaines choses n'étaient pas prises en compte dans cette loi. Et aujourd'hui, Dieu merci, avec la compréhension, parce que mes prédécesseurs peuvent le dire, il y a longtemps les spécialistes se battent, mais avec le président Alassane Ouattara et le Premier ministre Patrick Achi et le ministre Vagondo, beaucoup de choses ont été faites. La loi a dépassé l'Assemblée nationale, elle a dépassé aujourd'hui pratiquement le Sénat et va être promulguée par le chef de l'État. Et dans cette nouvelle disposition, tout est prévu comme le veut la communauté internationale. Le volet santé, le volet surveillance, le volet recherche, le volet l'argent de la drogue, lutte contre la drogue. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire prépare tout et tout est prévu pour que la lutte puisse être efficace. Alors, quel type de collaboration entre forces de l'ordre et population serait le mieux approprié pour justement lutter efficacement contre ce phénomène? Merci beaucoup. Vous avez vu tout à l'heure, le DG l'a dit. Il a fallu si vous voulez, comme il a dit, une opération, quelque chose d'incident qui a pu révéler à la police que quelque chose clochait. Donc la police a été informée, elle est venue, elle a découvert à Koumassi. Et là, ça nous a conduit jusqu'à San Pedro pour prendre ce qu'on a pris. Et cela à travers les CCE, qui sont les conseils consultatifs d'éthique,
qui a été mis en place par les structures de lutte afin que la population puisse collaborer en intelligence avec plus de collaboration donc entre la police. Donc plus de collaboration, parce que personne ne viendra à un commissariat porter plainte pour dire « moi je porte plainte parce qu'il y a trafic de drogue ». C'est sur dénonciation. Et la loi permet de protéger ceux qui dénoncent ce genre de faits. Personne ne peut à son tour vous dénoncer parce que vous avez dénoncé. La personne prendra ce qu'elle doit prendre comme sanction. Donc vous êtes protégés, vous pouvez venir nous voir, dénoncer dans un commissariat, comme c'est le cas à Koumassi, comme l'a dit le DG tout à l'heure, pour que la police se mette en branle, la gendarmerie se mette en branle, toutes les structures, que ce soit la douane, afin que nous puissions protéger efficacement la population, comme le gouvernement nous le demande. Alors, le sujet est certes passionnant, mais c'est sur ces mots de notre invité de ce Dimanche Magazine, M. Ronsard Koumayao, secrétaire général du CILAD, eh bien, que se referment les pages de cette édition. Je rappelle que le CILAD, eh bien, c'est le comité interministériel de lutte anti-drogue. Alors, avec lui, nous avons parlé de comment organiser la lutte à nos frontières afin d'obtenir les résultats plus efficaces contre le trafic de stupéfiants. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.